Avant de démarrer cet épisode, un mot sur le partenaire qui nous accompagne tout au long de cette saison, Comptable.com. Leur objectif est à la fois très simple et très ambitieux. Bouleverser les codes de recrutement dans la profession comptable. Pour ça, leur idée est de mettre en relation les cabinets d'expertise comptable et les entreprises avec les candidats, sans passer par la case cabinet de recrutement, ni par les traditionnels job boards. Donc là, pas d'annonce d'emploi, pas de CV Tech, mais des profils de candidats déjà sélectionnés et déjà interviewés par les équipes de Comptable.com que les recruteurs peuvent contacter directement. Pour le dire autrement, Comptable.com se positionne comme le LinkedIn de la profession comptable. Et ça fonctionne, puisqu'à ce jour, le site affiche déjà plus de 2000 profils de candidats. Donc que vous soyez recruteur ou candidat, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site et à nous dire ce que vous en avez pensé. Toutes les infos sont sur la page du podcast. Bienvenue dans De Premier Ordre, un podcast réalisé par Compta Online qui donne la parole à ceux qui ont fait l'histoire de la profession comptable. Qu'il s'agisse de représentants bien connus de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes, ou de personnes plus discrètes qui ont dédié leur carrière dans l'ombre au rayonnement de la profession, nos invités partagent un point commun. Ils ont une histoire à raconter. Loi Pacte, évolution de la place des femmes, crise financière de 2008, réforme des diplômes, les sujets ne manquent pas. Et vous le verrez, évoquer l'histoire de la profession, c'est en tirer des leçons et apporter un éclairage nouveau aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charles-René Tandé, qui a été élu président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables en 2017 et qui a exercé ses fonctions jusqu'en 2020. Bonjour Charles-René Tandé. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir dans le nouvel épisode de ce podcast de Premier Ordre. On aura l'occasion de discuter de deux grands sujets, et peut-être plus d'ailleurs. Le premier, la loi Pacte, qui a été un texte marquant dans votre mandature, en tant que président du Conseil supérieur de l'Ordre à l'époque. Et ensuite, le sujet du Covid, qui a également marqué la fin de votre mandat. Mais merci d'avoir accepté cette invitation. Je l'ai accepté bien volontiers parce que, vous avez raison de le souligner, l'histoire de l'institution, c'est la succession de mandatures depuis 1945. Et l'institution qui est aujourd'hui, je crois, très forte, c'est bien parce qu'il y a une accumulation en fait, d'actions des différentes équipes qui se sont succédées et qui ont permis d'avoir aujourd'hui la place qu'a l'expert comptable. Ce que je vais vous demander d'abord, c'est est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours ? Comment est-ce qu'on devient président du Conseil supérieur de l'Ordre ? Quelles sont les étapes qu'on franchit ? Peut-être les difficultés qu'on va rencontrer ? Comment ça s'est passé ? Écoutez, c'est parti d'une rencontre à La Baule en 1984, parce que je voulais en fait, quand j'étais étudiant en MSTCF à Rennes, créer l'association des étudiants de MSTCF. Et Agnès Bricard, qui était à l'époque présidente de l'annexe, s'est dit « Oh là là, attention, celui-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Un concurrent de l'annexe, c'est pas bon. » Donc elle m'a appelé, et puis comme il y avait un conseil national de l'annexe à La Baule, et que je suis aussi de La Baule, eh bien, je suis allé à ce conseil national, et elle m'a intégré en fait dans l'annexe. C'est là qu'on a ouvert vraiment le mouvement des étudiants. Et donc je suis devenu tout de suite vice-président de l'annexe en charge des étudiants. Et puis en 86, quand je suis devenu expert comptable stagiaire en première année, je suis devenu le président de l'annexe. Puis 2 ans plus tard, le président de l'UNEX, que j'ai bien aimé parce que l'Union européenne des experts comptables stagiaires, eh bien, ça permettait de voir les autres cultures. C'était l'Europe qui se construisait. C'était les années où était intégrée la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Donc j'ai fait toute une étude aussi avec mes collègues sur la profession comptable en Europe. Et c'est comme ça qu'on démarre et qu'on prend le virus. Et puis après, ça a été au sein de l'IFEC, il y a un certain nombre de mandats. Et puis après, quand je suis arrivé en Alsace, parce que j'ai rencontré une Alsacienne, donc je suis arrivé en Alsace. Eh bien, en 2000, j'ai été élu au Conseil régional. En 2002, président du Conseil régional d'Alsace jusqu'en 2006. Puis après, bureau national de l'IFEC. Et puis après, Conseil supérieur en 2017. Et c'est ainsi que ça se fait naturellement. Sur une période quand même assez longue, finalement, mais on ne voit pas les années passées. Et la passion est là pour le faire avec grand plaisir. Là, vous le décrivez de façon très très simple et très très naturelle, justement, mais c'est quelque chose que vous aviez en tête dès le départ, ces visées politiques ? Alors non, la visée politique, en fait, au départ, elle était de la politique, mais pas institutionnelle, c'était de la politique. Je souhaitais, au départ dans mes études, faire Sciences Po, c'était l'axe que je privilégiais. Je souhaitais, à un moment, j'ai réfléchi pour me présenter aux législatives. Donc c'était en fait plus la vraie politique au sens de l'Assemblée nationale, de travailler le texte,
faire évoluer les textes. C'était encore dans ma grande naïveté, sans doute, à l'époque, mais je pense que ça a aussi beaucoup changé en 40 ans, la vie parlementaire. Et à l'époque, je pense qu'on construisait mieux les textes. Ça a été aussi une campagne. René Ricol m'avait demandé à l'époque de m'occuper de la campagne jeune de Raymond Barre en 88. Donc voilà, il y avait quand même quelques aspects. Puis après, ça a été que de la politique institutionnelle. Donc c'était ma vraie passion, c'était de faire évoluer les textes en fait. Au départ, c'est ça. Et j'ai été heureux en fait de la loi Pacte, de pouvoir faire passer des évolutions de texte pour notre profession, parce que pour moi, c'était ça le plus intéressant. C'est parfait, ça nous fait la transition effectivement avec le premier sujet qui est celui de la loi Pacte, qui a été un texte majeur en 2019 pour la profession, et même pour les deux professions, puisqu'il y a deux volets, les experts comptables et le commissaire aux comptes. Alors on voit souvent dans la loi Pacte, et j'en ai été victime complètement, que le côté commissariat aux comptes, et on oublie complètement tous les textes qui sont passés du côté expertise comptable dont j'avais la charge. Effectivement, c'est un texte qui a été très décrié côté commissaire aux comptes, mais qui pour le coup a été très positif pour les experts comptables. Est-ce que vous pourriez nous expliquer depuis le départ comment le sujet de la loi Pacte est arrivé, comment ça a démarré, comment tout ça s'est passé sur le plan chronologique? Alors ça a démarré tout simplement parce qu'en 2017, j'avais le premier congrès de ma mandature à Lille. Et en fait, Bruno Le Maire, qui est ministre, tout récent ministre de l'économie, puisque moi j'ai démarré en gros avec 3 mois après Emmanuel Macron gagnait la présidentielle, et donc avec ce gouvernement, ce nouveau gouvernement. Et Bruno Le Maire est venu à Lille. Et je suis ministre de l'économie et des finances, et je suis venu vous dire que je crois profondément dans l'avenir des experts comptables et des commissaires aux comptes. Bien sûr, votre profession va évoluer. Bien sûr, vous allez être confrontés, comme tout le monde, à la digitalisation de l'économie, au développement de l'intelligence artificielle qui va remettre en cause certaines tâches répétitives. Mais ce que vous apportez à l'économie française et aux entrepreneurs français est irremplaçable. On a organisé un déjeuner au petit comité avec quelques experts comptables. Et c'est là qu'il nous a parlé, pour la première fois, de sa volonté de mettre en place un texte important pour les entreprises. Et c'était le démarrage. Et donc, il nous questionnait pour voir justement comment nous, on ressentait par rapport à nos clients. On n'était pas tourné profession, on était tourné entreprise. Et c'était la vision de l'expert comptable pour la petite et moyenne entreprise. Et ça a été abordé, c'était le début du commissariat aux comptes, et j'ai fait rencontrer, juste avant qu'on monte sur scène, Jean Boucaud avec Bruno Le Maire pour le volet commissariat aux comptes. C'était le début de la loi Pacte. Voilà. Et comment ça se passe concrètement, un déjeuner avec Bruno Le Maire? On peut discuter ouvertement de tous les sujets? Ah oui, c'était... d'ailleurs, quelques personnes m'accompagnaient. Il fait qu'ECF, d'ailleurs, évidemment, il n'y a pas de notion syndicale quand on est à la tête de l'institution. On doit évidemment travailler pour tout le monde, on n'est pas sur les syndicats. Et oui, il y a eu un vrai échange, il est très, très à l'écoute. Je pense que de toute façon, tout ministre, quand il arrive et qu'il prend son poste, est très à l'écoute puisqu'il découvre. Peut-être qu'au fur et à mesure, on l'est moins, ça c'est possible, c'est peut-être un travers assez naturel. Mais en tout cas, moi, de la relation que j'ai eue avec Bruno Le Maire, ça a été quand même quelqu'un, alors avec des convictions et des règles, et puis à un moment, il y a des arbitrages, mais je pense que j'y reviendrai. Mais ça, c'était aussi vrai, d'ailleurs, quand j'étais président de l'UNEX, je parlais tout à l'heure de l'Union européenne, le français a toujours tendance à vouloir imposer ses vues et considère que tout ce qui est français est meilleur. Non, dans d'autres pays, il y a d'autres systèmes et qui sont peut-être bons. Et l'Europe, c'est le consensus. Donc, qui dit consensus dit qu'on abandonne un certain territoire, et puis, mais on en gagne d'autres aussi. Bon, voilà. Et au niveau du ministère de l'économie et des finances, c'est la même chose. L'expert comptable n'a pas obligatoirement toujours raison. Le commissaire aux comptes également, puisque la loi Pacte est concernée. Et il y a le monde de l'entreprise qu'il faut écouter. Et le ministre écoute aussi les mouvements des entreprises. MEDEF, évidemment, CGPME, UPM maintenant. Et cela, les confrères ne le comprennent pas toujours. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on devrait imposer nos vues et avoir toujours raison.
Non, il y a des arbitrages qui se rendent, et qui dit arbitrage dit qu'il y a des fois on a gagné, parce qu'on a gagné beaucoup de choses dans le loi Pacte. J'ai quasiment gagné tous les arbitrages d'ailleurs, mais bon, sur quelques autres parties, on n'a pas gagné. D'accord, donc là on est en 2017, première réunion, première rencontre, premiers échanges, et ensuite comment le sujet revient sur la table? Alors après, il y a eu des groupes, il a lancé toute une... il y a eu 6 groupes de travail, et il a utilisé Internet puisque chacun pouvait mettre sa contribution, ses idées. Alors, c'était donc ouvert au public. Bon, alors ça c'est de la com aussi, quand on voit tout ce qui arrive après, faut traiter tout cela pour arriver après à recentrer et faire un texte cohérent. Et puis après, donc quand on a avancé ensuite, c'est là qu'on a plus nous travaillé avec Bercy, puisque là on était vraiment sur... Alors il y a des parties de la loi Pacte qui ne nous concernaient pas, évidemment, mais il ne nous était pas interdit d'apporter aussi notre éclairage sur les autres sujets. Et puis on a évidemment fait passer à ce moment-là, nous, tous les textes qui étaient en attente depuis un certain temps. Et c'est là que la continuité d'une institution, c'est important. Joseph Zorniotti a connu, il était sur une longue période aussi, et il a commencé à négocier certains textes en 2010. Il y en a qui sont passés en 2015 avec la loi Macron, et puis il y en a d'autres qui ont abouti qu'en 2017-18 avec la loi Pacte. C'est pour dire que c'est comme la réforme, on dit si on veut changer une réforme, faire une réforme de cursus de la formation, il faut 10 ans. Bon, voilà. Ben là aussi, on a des textes qui mettent des années et des années avant d'aboutir. Et donc, en 2000, avec la loi Pacte, on a réussi à faire aboutir un certain nombre de dispositifs sur les activités commerciales, par exemple, qui étaient bloqués depuis très 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 longtemps. Il manquait un texte. Bon, on l'a fait passer dans la loi Pacte. Et donc, on a eu 7 ou 8 textes, en fait, qu'on a réussi à faire passer. Et c'était pour moi important pour finalement favoriser le développement de notre profession. Voilà. Les confrères ne se rendent pas obligatoirement compte, mais la loi Pacte a été un facilitateur pour le développement de notre profession. On a du mal à comprendre comment un texte peut rester en attente comme ça pendant 5 ans ou 10 ans. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est oublié? C'est dans un tiroir, comme on dit? Alors, il y a d'abord un point législatif qui a quand même évolué, c'est qu'autrefois, il y avait ce qu'on appelait les DDO2F, je crois, un truc comme ça, je le dis à la rapide, mais les diverses dispositions d'ordre économique et financier. C'était un peu un texte ramasse-tout. Et on arrivait tous les ans, finalement, à faire passer, si on avait besoin de faire évoluer notre texte de notre ordonnance de 45, par ce biais. Et puis ça a été terminé, considérant que, justement, il ne faut pas avoir des textes ramasse-tout, et il faut avoir des textes, on va dire, précis. Et donc après, lorsqu'on veut faire passer des évolutions de notre profession, si le texte ne s'y prête pas, on vous dit c'est du cavalier législatif, et donc c'est retoqué. Voilà. Et si ça passe encore au Parlement, ça peut être au Conseil constitutionnel. Donc, c'est pas toujours facile de pouvoir faire changer un texte après de notre ordonnance de 45. C'est pas tous les ans qu'on a la possibilité. Donc, quand on a une fenêtre de tir, et il y en a une ou deux maximum dans une mandature de président de la République, pour rêver, ou la loi de finances, mais généralement ça rentre pas dans la loi de finances. Eh bien, voilà, faut vraiment pas rater l'occasion, et c'est pour ça qu'on a réussi à faire passer tous nos textes en expertise comptable. D'accord, merci, c'est très clair. Donc là, on a vu le déjeuner, la première rencontre, les groupes de travail, et ensuite... Alors après, il y a tout un travail avec le Parlement, parce qu'on est aussi dans... parce qu'après, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat qui étudient en commission le texte. Donc on a tout un travail qu'on fait. Alors, c'est le travail d'influence, normal, de rencontrer les parlementaires. Alors, il ne s'agit pas de rencontrer 500 parlementaires. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est les quelques parlementaires de certains groupes, ceux qui vont en fait être les leaders sur le texte. Donc ce sont ceux-là qu'on rencontre. Ça fait 5-10 députés, 5-10 sénateurs, et avec ça, on a déjà à peu près fait notre travail. Voilà. Et puis, on nous auditionne, alors carrément en commission, donc on est invité aussi de temps en temps pour certains textes à venir présenter la position de la profession. Et après, on a le travail, ensuite, c'est le travail d'amendement, parce qu'évidemment, il y a
Nous, on peut poser des amendements, mais il y en a d'autres qui peuvent être contre nous. Et donc, c'est un travail avec Bercy, puisque là, c'était Bercy qui était évidemment le porteur du texte. Et donc là, c'est de démontrer que l'amendement qui ne nous est pas favorable est un mauvais amendement et qu'il faut le rejeter par le gouvernement. Donc on a aussi ce travail, alors qui n'est pas du tout vu. Non, mais justement, on peut prendre un peu de temps là-dessus. Très concrètement, ça consiste en quoi? Vous avez vent d'un projet ou d'un autre amendement et vous montez un argumentaire. Absolument. On nous demande où on y va, en fonction, voilà, et on explique pourquoi il faut rejeter cet amendement. Donc en fait, il y a un gros travail, alors que les confrères ne voient pas du tout. Parce que celui-là, et moi, alors, c'est ce qu'on m'a reproché d'ailleurs, c'est de ne pas assez communiquer sur ce que j'ai fait. C'était volontaire, parce que tout ce travail d'influence, pour moi, ne doit pas être sur la place publique. C'est un travail qui est fait dans les couloirs, c'est avec les personnes adéquates, et que je ne disais même pas les rendez-vous que j'avais. Parce que si je le disais, je risquais de générer une contre-attaque de l'autre parti qui défendait son texte. Donc tout ça est en parfaite discrétion, en respectant également les règles de l'influence normale, hein, c'est notre travail habituel. Mais je ne faisais pas de tweet pour dire que j'avais rencontré un tel ou un tel. Ça, c'était pas du tout dans ma philosophie, parce que je considérais que c'était contre-productif pour l'institution. D'accord. Et en face de soi, on a qui? C'est un directeur de cabinet? Souvent c'est le conseiller. En premier, c'est le conseiller qui est sur le texte. Quand on a besoin, où il y a de la lutte un peu plus entre des ministères, chancellerie, Bercy, hein, donc là, et qu'il va y avoir un arbitrage intergouvernemental, à ce moment-là, on peut arriver au niveau du directeur de cabinet, en effet, ça peut arriver. Et puis le ministre, moi j'ai rencontré aussi à plusieurs reprises les ministres, parce qu'il y avait sujet, quoi, voilà. Mais ça dépendait... Et quand vous parlez de la partie en face, est-ce qu'on peut dire qui était cette partie en face? Quels sont les partis dont les intérêts étaient contraires à ceux de la profession à ce moment-là? Ah, c'est toujours délicat, Non, mais vous savez, je vais vous dire en grande... voilà, on a eu plusieurs débats qui ont concerné les OGA. On a eu les AGC. Voilà. Moi, j'ai voulu sortir des luttes avec les AGC. J'ai proposé un amendement, d'ailleurs, qu'eux ont combattu. Donc cela, il n'est pas passé dans la loi Pacte. Et les AGC, certaines fédérations d'AGC, parce qu'avec Serre France, on s'entendait bien, mais il y avait d'autres fédérations d'AGC qui ne voulaient toujours pas entendre parler de l'ordre des experts comptables et de la profession libérale, et qui étaient en lutte. Bon, voilà. Donc là, vous en avez certains qui mettaient des textes en avant, donc qu'on a quand même bloqué. Voilà. On a réussi à faire en sorte qu'il y ait des choses qui ne passent pas. Vous avez ensuite le mouvement les représentants des entreprises sur certains textes où on ne peut pas être d'accord non plus. Voilà, donc c'est toute cette... Alors, et puis alors, vous avez aussi d'autres sujets, alors qui ne sont plus du tout liés à notre profession, qui sont des sujets fiscaux. Au moment de la loi de finances, alors là, c'est plus la loi Pacte, mais tous les ans, loi de finances, vous avez... moi, j'organisais des déjeuners avec les parlementaires, de la commission des finances, évidemment, et on prenait, nous, tous les points qui nous paraissaient importants de la loi de finances, ou pour proposer des choses, ou pour combattre certaines choses, éventuellement, parce qu'on considérait que c'était négatif pour les entreprises. Hein, voilà. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on faisait de façon permanente. Donc en permanence, un double travail, l'expert comptable en tant qu'interlocuteur privilégié des entreprises, donc on travaille sur les entreprises, mais aussi représentant de la profession expert comptable, et donc un travail sur les textes de la profession. Est-ce que dans toutes ces discussions, vous aviez le sentiment que les personnes qui vous écoutaient en face étaient plutôt attentives ou bienveillantes avec la profession? Ah oui, alors moi, ce qui m'a toujours paru très surprenant, c'est que j'avais et mon équipe, hein, il n'y a pas que moi, parce qu'en fait, pour rencontrer le ministre, c'était moi, mais avant, il y a tout un travail qui est fait avec les cabinets, le fonds ministériel, avec des équipes. Mais on était très écoutés. Et tous les textes, je vous dis franchement, tous les textes pour la loi Pacte ont été acceptés. Donc on a une bonne image. Là, quand on vous écoute parler de la loi Pacte et de ces échanges, ça a l'air assez simple. En tout cas, il y a une bonne écoute de l'autre côté.
Lorsqu'on avait interviewé Jean Boucaud pour parler du même texte de la loi Pacte, mais côté commissariat aux comptes, il y avait un ressenti qui était beaucoup plus dur sur les parties en face, sur l'écoute. Comment est-ce qu'on explique cette différence de perception ou de traitement, je ne sais pas. Le traitement, évidemment, n'était pas le même, puisque d'un côté, on voulait restreindre l'activité du commissariat aux comptes dans les petites entreprises, on l'a supprimé carrément, alors que de l'autre, ils sont pour le développement de l'expertise comptable qui vient aider le chef d'entreprise. Donc, de toute façon, vous avez déjà de la part de l'émetteur un discours totalement différent. Bon, voilà. Et alors après, même en appuyant, parce qu'évidemment, on m'a reproché que je ne soutenais pas le commissariat aux comptes, ce genre de choses, totalement faux, parce qu'évidemment, avec Jean Boucaud, on était sur la même ligne et on s'entendait très bien. Mais c'est quand même c'était une ligne très, très différente. Et quand vous avez à un moment le président de la République qui rend son arbitrage et qui dit c'est comme ça, il faut remonter plus années plus tôt. Voilà. Bon, c'était quand même un président de la République qui venait d'arriver et qui imposait. Il impose encore, mais je pense qu'il y aurait peut-être plus de discussions, peut-être, aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, une fois que l'arbitrage présidentiel était rendu, exécution. Voilà. Et là, vous pouvez faire votre manifestation dans la rue, ça ne bougera pas. On l'a vu avec les retraites. Ce n'est pas les quelques milliers de commissaires aux comptes, même soutenus par les experts comptables, qui pouvaient faire évoluer un texte. Alors si, ça pouvait se faire évoluer à la marge, mais ce qui était le seuil, voilà, le principe de seuil, vous ne pouvez pas faire ça changer. Parce que ils avaient décidé, en fait. Et vous avez des mouvements des entreprises qui étaient pour la suppression du commissaire aux comptes. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et puis vous allez à l'étranger, il n'y a pas obligatoirement du commissariat aux comptes dans les petites entreprises non plus. Voilà. Donc c'est plus dur. Alors maintenant, si on va sur le fond du texte de la loi Pacte, il y a beaucoup de choses en fait dans ce texte pour les experts comptables. Il y a par exemple le mandat de paiement, le recouvrement ou les honoraires de succès. Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez défendues et pas obtenues par exemple ? Non, j'ai tout obtenu. J'ai tout obtenu. Sur tous les textes que nous avons présentés, on a été suivis. Alors, c'était issu quand même de travaux qu'on a fait au sein du Conseil supérieur avant, et en session. J'avais fait d'ailleurs une journée spéciale pour travailler sur la PAC, c'est quels étaient les textes qu'on voulait faire passer. Bon. Alors, on était parti, quand je dis tous, il y avait 20 ou 30 peut-être propositions au départ, et on en a passé 8. Donc, ce n'est pas tous, mais les grandes familles et les sujets essentiels qu'on voulait absolument... Parce que tous ne relevaient pas de la loi PAC, ne relevaient pas évidemment de la loi. Donc, bon. Et il y en a d'autres encore Alors on a obtenu un petit peu sur le tiers de confiance. Mais on n'est pas allé au bout. Laurent Benoudis aurait aimé qu'on aille plus loin. Bon, voilà. Donc on n'a pas été obligatoirement... Voilà, on ne peut pas aller trop loin sur tous les sujets. On ne peut pas y arriver sur tout. Mais les sujets principaux, on les a obtenus. Moi, j'étais très attaché à la reconnaissance des spécialités que j'ai obtenues. Je regrette que mon successeur l'ait supprimé alors que c'était pour moi un axe de développement pour la profession. D'ailleurs, un certain nombre ont bien regretté derrière, parce que pour moi, c'était notamment des petits cabinets qui pouvaient être aidés par une reconnaissance de spécialité. Donc, j'étais convaincu, et pas que moi, puisque c'était le programme qu'on avait porté au niveau de l'IFEC. Mais c'est comme ça, bon, après, voilà, c'est les choix qui ont été faits. Mais ça avait été... Et le ministre, alors Bruno Le Maire, considérait que c'était une bonne disposition de faire reconnaître des spécialités chez les experts comptables. Mais ça n'a pas été facile tout de suite, mais avec plusieurs réunions, avec des arguments, et à chaque fois que c'est positif, en fait, quand nous, on ne proposait que des mesures qui allaient dans un sens positif de développement économique. On n'était pas sur des textes pour nous protéger corporatistes. Parce que c'est là que ça ne va pas. Le problème du commissariat aux comptes qu'on évoquait tout à l'heure, quand on dit on ne veut pas toucher à notre mandat, c'est un peu corporatiste. Alors évidemment, nous, on dit, mais non, ce n'était pas notre mandat, c'est une sécurité pour l'entreprise, bien évidemment. Mais il y a quand même notre chiffre d'affaires. Là, en expertise comptable, on n'était pas trop sur le... si, évidemment, ça peut favoriser notre chiffre d'affaires. Mais c'est quand même des reconnaissances de compétences. Le recouvrement,
c'est quand même un service qu'on peut rendre, parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui demandent ce genre de choses et on ne pouvait pas le faire. Donc, plutôt que d'interdire, Bruno Le Maire était quand même plutôt sur l'idée d'autoriser. Donc, ce qui a été le même raisonnement. Alors là, ça a été le reproche qui m'a été fait de ne pas avoir réussi à bloquer les services pour les commissaires aux comptes. Oui. Parce que c'était la notion, toujours de Bruno Le Maire, de permettre de libéraliser, d'autoriser plutôt que d'interdire. Alors ça, c'était un peu au détriment, par exemple, des experts comptables. Oui. Mais il nous disait, vous êtes la même profession. Donc, Ah oui, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aux yeux d'un ministre, l'expert comptable et le commissaire aux comptes, c'est la même chose. Oui, c'est la même. Donc, c'est quoi votre problème? Arrêtez, quoi. Franchement, ouais, c'était... Parce que là, j'ai quand même fait bloquer le sujet, mais là, il ne comprenait pas, quoi. Il dit, mais vous êtes les mêmes. Ah oui, d'accord. Ce qui est vrai et pas vrai, c'est que vous avez quand même aujourd'hui de plus en plus d'experts comptables qui ne sont pas commissaires aux comptes. Donc, oui, on peut être les mêmes, mais tout le monde n'est pas le même. Et donc, en fait, la connaissance de la profession, au niveau gouvernemental, vous la décrirez comment? Elle est bonne? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils comprennent bien le métier d'expert comptable et le métier de commissaire aux comptes? Ou pas du tout? Alors oui, le conseiller ensuite, le conseiller qui traitait du texte, loi Pacte, comprenait très bien. C'est très bien, alors là, oui, il n'y a pas... Par contre, quand vous allez ensuite dans les commissions au niveau du Parlement, et vous rencontrez des gens... Alors nous, on avait évidemment quelques interlocuteurs qui nous connaissaient bien. Mais il y en a d'autres qui siègent là et qui est expert comptable, commissaire aux comptes, c'est pas très clair. Toujours sur le texte, est-ce qu'il y a des mesures dont vous êtes particulièrement fiers ou auxquelles vous êtes plus attachés que d'autres? Alors, il y a une mesure où alors tout le monde ne suivra pas, mais c'est pas grave, mais où je suis content, alors qu'il n'y a pas du tout un impact là sur notre économie, ça a été le suffrage universel pour l'élection du Conseil supérieur. Alors qu'est-ce que j'ai pas entendu ECF qui disait c'est une manœuvre pour rester au pouvoir de l'IFEC, c'était bon, alors, ça c'est parti comme ça. Et moi je disais si on est bon, si on a des bonnes équipes, un bon syndicat, voilà, tout tourne, on gagne, et si on n'est pas bon, on perd. Donc voilà, ça me paraît assez naturel, voilà. Bon, alors évidemment, 2 ans plus tard, c'est ECF qui a gagné. Alors évidemment, là, je les ai jamais entendus me remercier, pour dire finalement, tu as eu raison de le faire. Ça, j'ai pas eu. Bon, mais évidemment, mes amis de l'IFEC, certains me reprochent d'avoir fait le changement, puisqu'on a perdu. Maintenant, c'est pas le sujet. On gagne, on perd, c'est la démocratie. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir permis ce suffrage universel, parce que les calculs tels que c'était fait avec des coefficients multiplicateurs de pondération, avec les dom-tom franchement, ça rimait à rien. Et là, le ministre m'a suivi sur ce sujet-là, même si certains ont essayé de contrer ce suffrage universel, ceux qui ont gagné d'ailleurs après. Mais bon, finalement, c'est passé. Et je pense que ça peut inspirer d'autres professions après. Je pense qu'à un moment, autant autrefois, on ne pouvait pas, parce qu'il y avait un problème matériel pour voter, autant avec le vote électronique aujourd'hui, c'est quand même facile à organiser. Donc là, on a vu la partie une discussion parlementaire, l'adoption des mesures. Je suppose que ça doit être une grande satisfaction, on s'est adopté. Mais si on parle après de l'après-texte, justement, après l'adoption de la loi Pacte, on l'a dit, la partie commissariat aux comptes avec le relèvement des seuils avait occupé un petit peu toute la place médiatique sur le sujet. Comment est-ce qu'on vit l'importance médiatique donnée à cette partie négative du texte pour la profession, alors que de votre côté, vous aviez des mesures à défendre? Comment ça se passe concrètement? Alors, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu. Et à la campagne électorale, c'est ce que me disaient ceux qui faisaient du phoning, ce qui revenait, c'était la loi Pacte. Mais dans la loi Pacte, ce qu'on reprochait à l'IFEC, c'était le commissariat aux comptes. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas, même en parlant dans les assemblées générales, en faisant des lettres à la profession, mon message, visiblement, n'est pas passé. Alors certains utilisent des textes dans leur cabinet, donc ça va. Mais politiquement, la loi Pacte aura été le commissariat aux comptes, et j'aurais jamais réussi à passer au-dessus en niveau sonore. Oui, donc finalement, ça a écrasé complètement la communication. Complètement.
Ça, c'est une déception, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, de toute façon. Et là, tant qu'on est sur ce sujet, est-ce qu'à refaire, il y a des choses que vous auriez faites différemment? Oui, pour la partie expert comptable, peut-être aurais-je... Mais alors, c'est aussi que les années passent et donc les moyens de communication évoluent aussi. On l'a vu avec l'équipe qui a suivi, c'est qu'ils sont allés beaucoup plus sur Twitter et sur les messages. Je ne dis pas que Twitter n'existait pas sous ma mandature, ça existait déjà, d'ailleurs, j'ai eu à m'en plaindre largement. Mais on ne l'avait pas intégré dans la communication permanente. Voilà. Donc c'était plus les médias traditionnels, de la lettre à la profession. Voilà. Et peut-être que j'aurais dû rabâcher en permanence, comme il l'a fait, dire ce que je faisais, quoi. Les textes, ils sont passés. Bon, moi, je le dis une fois, c'est bon, quoi. C'est un peu ma logique. Je vais pas radoter. Voilà. Et aujourd'hui, on voit que ceux qui radotent, c'est peut-être eux qui ont raison, parce que pour faire passer un message, il ne faut pas le dire qu'une fois. Donc, je pense, oui, que je n'ai pas assez communiqué tout ce qu'on a pu faire et qui était bien. Donc, s'il y avait à refaire, je pense que je mettrais plus de communication de nos actions. Après, c'est les années, c'est le futur qui dit après que telle mesure ou telle mesure, elle est bénéfique dans un cabinet, hein, pour un expert comptable ou pour son client. C'est à l'usage qu'on voit ce qui est utile et ce qui est moins utile, quoi. Rendez-vous dans 5 ans et on dira c'est bien qu'on ait le texte. Or, on aura oublié d'ailleurs que c'était la loi Pacte. On considérera que c'est naturel. Voilà. Et ça, c'est un vrai succès. Et ça, c'est un vrai succès. Voilà. Alors maintenant, je voudrais qu'on ouvre le deuxième chapitre de cet entretien et qu'on parle du Covid, de la crise sanitaire que vous avez vécue en étant à l'époque présidente du Conseil supérieur de l'Ordre. Je trouvais intéressant qu'on aborde ça pour 2 raisons. Alors déjà, dans un premier temps, l'impact sur la profession elle-même, comment la profession a été impactée, que ce soit la fermeture des cabinets ou tous les sujets qui tournent autour de ça, mais aussi vous, en tant que représentant d'une profession qui est premier conseiller des entreprises, de quelle façon vous avez été sollicité par les pouvoirs publics dans le cadre de cette crise sanitaire? Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter chronologiquement comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé? La plupart d'entre nous, le souvenir qu'on a, c'est Emmanuel Macron à la télé qui nous annonce le premier confinement. Et vous, est-ce que vous avez eu d'autres informations? Voilà, concrètement, comment ça s'est déroulé? Alors, ça a commencé même un petit peu avant l'intervention d'Emmanuel Macron, hein, puisqu'en fait, c'est dès le 1er mars qu'on a démarré, c'était Édouard Philippe qui, le samedi, je crois, ou vendredi, dit les restaurants ferment. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques. Ça a commencé en fait, on n'était pas au confinement encore, on était dans une fermeture de restaurants et le lundi matin, c'était déjà un peu la panique et les appels dans les cabinets. Et puis il y a eu ensuite des annonces, et notamment évidemment l'intervention d'Emmanuel Macron, le quoi qu'il en coûte. Et là, il y a eu un tel décalage, mais ça a duré pratiquement tout le temps, le décalage entre les annonces des politiques, hein, je vais dire ministres ou président ou premier ministre, et là c'est un discours très général à la télé qu'on entend, et puis nous derrière où il nous faut le texte pour dire à notre client c'est comme ça que ça va se passer. Or les clients, eux, avaient entendu le discours politique. Ils nous appelaient et on ne savait pas quoi répondre. Nous n'avions pas les textes. L'institution a très vite réagi, mais a réagi au rythme du gouvernement, évidemment. Et bien sûr, parce il y a des task force qui ont été mises en place tout de suite à Bercy. Alors, moi, je parle pour nous, évidemment, pour notre profession, c'était Bercy. Hein. Et donc, on avait tous les 8 jours, tous les 15 jours, avec le DG, directeur général des finances publiques, c'était le MEDEP, la CPME, l'UPA, l'ordre des experts comptables. Là, les avocats n'y étaient pas. Et puis, il y avait d'autres. Hein.
Ah oui, la FEP. Et donc, c'était petite cellule, et ils voulaient entendre tout ce qui n'allait, tout ce qui remontait, c'est les blocages, machin, les risques de chute d'entreprise, et voilà. Et puis eux, tout ce qui nous disait, toutes les mesures qu'ils comptaient prendre, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, voilà. Mais nous n'avions pas le droit de communiquer là-dessus quand il y a des textes qui allaient sortir. Ils nous disaient, vous respectez le fait que c'est nous qui annonçons. Donc on était au cœur du dispositif, mais on attendait toujours que le texte soit publié pour derrière relayer auprès des conseils régionaux. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, ce qui était très amusant, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas frappant, ce qui est sûr, c'est que la première mesure, c'est dès le 13 mars. En fait, exactement, c'est le 14 mars que tombe la circulaire où on peut décaler les paiements des acomptes impôts sociétés, voilà, pour le 15, quoi, samedi. Alors, on savait que ça allait le faire, mais le texte sort que le samedi, quoi, voilà. Donc, c'est pas toujours facile les week-ends. Puis derrière, certains, tout de suite après, parce que la TVA, c'est le 21, 24, on dit, donc, on va décaler la TVA. Et là, alors, j'ai eu un appel immédiat. Là, c'est le directeur général des finances publiques. Je vous rappellerai, c'est un dimanche matin qui m'appelle, qui me dit non, mais là, il faut absolument que vous. Faut faire passer le message. Il est exclu qu'on reporte les versements de TVA. Parce que. C'est quelque chose que vous aviez dit certains experts. Non, nous, heureusement, l'institution ne l'avait pas dit. Parce que ce n'était pas dans le texte. Et c'est pour ça qu'il était très imprudent. C'est une déduction de certains. Oui, mais c'était très imprudent. Certains voulaient aller plus vite que la musique. Voilà, certains conseils régionaux, que je ne citerai pas, de temps en temps, ils sont allés un tout petit peu trop vite. Bon. Et le Conseil supérieur ne pouvait pas se permettre parce que tant que le texte n'est pas publié, surtout dans cette période où ça a changé, mais tous les jours, c'était vraiment en continu. Tant que ce n'est pas sorti, vous n'êtes pas à l'abri qu'il n'y a pas un petit changement. Et là, c'était un peu panique à bord en se disant, mais si la TVA ne rentre pas, là, ça devient dramatique pour les finances de l'État parce que ce sont des sommes colossales. Voilà. Donc d'un côté, vous avez le président qui vous dit le quoi qu'il en coûte, il faut sauver les entreprises, on va mettre des mesures, on diffère, l'impôt société, voilà. Mais alors d'un autre, il faut payer la TVA. Voilà. Donc, certains cabinets avaient fait déjà des circulaires à leurs clients pour décaler. Donc, voilà, il faut faire un peu des rétro-pédalages. Et puis après, bon, ça, c'était le mois de mars TVA. Et puis, juste aussi mois de mars, avec la paye qui arrivait très vite, 31 mars, ou certains c'est dès le 25 mars, et avec l'activité partielle. Où là, ça a été aussi monumental comme... Parce que alors là, en France, les directs ne répondaient pas toutes la même chose. Donc là, vous aviez, en fonction des secteurs d'activité, parce que là, vous avez tous les secteurs, les modes de calcul, alors c'était un bazar pas possible. Donc on était avec du télétravail quand c'est possible. Donc les gens ne sont pas au même endroit pour en discuter. Donc les gens en télétravail, c'est avec vos collègues, c'est plus difficile. Bon. Alors maintenant, il faut se remettre le Teams, ces machins aujourd'hui, ça y est, on est rodé. Mais il faut se remettre il y a 3 ans. Bon. Et avec des réponses. Alors là, on a toujours eu un soutien extraordinaire du ministère, Office des Affaires sociales, on a travaillé main dans la main pour remonter. Là, il y a un problème, c'est contradictoire avec tel texte, il faut corriger. Il corrigeait. Ça a fonctionné, ça a vraiment très bien fonctionné. Mais les tuyaux n'étaient pas assez importants. Donc, sur les demandes d'activité partielle, il a fallu attendre plus de 2 semaines, 3 semaines. Alors, par rapport à l'échelle du temps, 3 semaines, on peut dire, bon, c'est pas dramatique, mais à l'époque, c'était quand même tout le monde un peu en mode panique. Et comment je vais payer mes salariés? J'ai plus de rentrée d'argent. C'était un arrêt net quand même des rentrées d'argent pour certains secteurs. Donc ça a été quand même très, très, très chaud. Mais je trouve quand même que
le pouvoir politique et les services de l'État ont plutôt pas mal réagi. Faut voir ce que c'est quand même l'importance. On n'imagine quand même pas tout ce qui s'est passé, tous les textes qui sont sortis pour aider les entreprises. Alors derrière, après, avec même des effets sans doute pervers, mais la période a été chaude. Là, Oui, donc quand même, il y avait une écoute, il y avait des points réguliers. Ah oui, tout le... au niveau, là, je me rappelle, la directrice du social au Conseil supérieur, Alice Fage, c'est tous les jours avec le cabinet. Ah oui, là, c'était en continu. Mais on a travaillé, on travaillait même, on a suggéré, j'étais dès le 16 mars, j'allais noter, là, les conseillers d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe m'ont appelé le week-end, pour voir comment faire sur certains aspects. Oui, il y a eu un vrai travail pour essayer de faire en sorte que les entreprises s'en sortent le mieux possible. Ils étaient quand même très inquiets, quoi. Concrètement, c'est des coups de fil pour vous dire on prévoit de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut le corriger? C'est ça? Oui, et puis après, quand il y avait toutes les attestations, donc là, on a été très... Alors, c'était un peu long, mais parce que le problème, c'est que eux, ils souhaitaient quand même, évidemment, ne pas gaspiller l'argent public, et donc qu'il y ait des attestations d'experts comptables. Sauf qu'on ne peut pas faire comme ça une attestation, hop là. Donc là, on revient sur des textes avec une normalisation, et si on commence à remettre des textes trop compliqués, votre attestation va plus tenir la route, quoi. Ça va prendre trop de temps, voilà. On était dans des dispositifs un peu quand même spéciaux, quoi, hein, dans cette période. Donc là, il y a eu pas mal de débats, mais bon, on l'a vu derrière, c'est qu'il y a eu plein d'attestations d'experts comptables. Donc ça, c'est parti de 2020, été 2020, on a commencé à travailler sur les attestations d'experts comptables. Donc ça, c'est pour la partie entreprise. Et maintenant, pour la partie profession, avec votre casquette président de l'institution, comment ça s'est passé concrètement là aussi? Est-ce que vous avez eu des coups de fil, par exemple, pour la fermeture des cabinets? C'est la fermeture de cabinet, oui, il y a eu... Est-ce qu'il faut fermer, pas fermer? Donc moi, j'ai pris une position qui était de ne pas imposer la fermeture dans la profession. Je considérais que c'était la liberté de chacun, qu'on devait servir nos clients, les salariés de nos clients, parce que les bulletins de paie, il fallait bien les sortir. Il fallait bien faire les déclarations de TVA, parce qu'on nous disait il faut qu'ils payent la TVA, les entreprises. Ben oui, mais pour payer la TVA, il faut bien qu'il y en ait qui y préparent. Et donc, à partir du moment où on était dans un rôle aussi de service obligatoire, quasiment, hein, voilà, je ne pouvais pas, je considérais qu'on ne devait pas fermer les cabinets. Bon. Alors, il fallait mettre en place toutes les mesures. Alors, c'était un par bureau, des trucs comme ça, voilà, des circuits, on peut imaginer et faire. Bon. Mais après, il y a des patrons de cabinets qui ont décidé de fermer le cabinet, mais c'était leur choix parce qu'ils avaient éventuellement la possibilité, eux, de mettre tout le monde en télétravail. Il y a d'autres cabinets qui n'avaient pas cette possibilité. Donc, je ne voulais pas imposer à toute la profession une fermeture de cabinet. Donc ça a été une vraie décision prise de non-fermeture. Bon. Ensuite, il y avait le problème de se rendre à son travail. Alors on me remonte, il y en a un, parce que si vous voulez une anecdote, il se fait arrêter par la police et il a une obligation de retourner chez lui. Alors quand j'apprends ça, évidemment, qu'est-ce que je fais? Hop, ministère de l'Intérieur, pour dire non, attendez, on ne va pas d'un côté nous dire qu'il faut quand même qu'on soit au service des entreprises et de l'autre nous empêcher de travailler. Hein. Donc là, ça va. Et donc il y a eu à ce moment-là, les consignes ont été passées de laisser circuler les experts comptables et tous les collaborateurs de cabinet. Bon, après, j'ai plus entendu. Après, on a eu des descentes quand même par l'inspection du travail sur le télétravail, parce qu'il fallait quand même favoriser, en fait, quand même mettre au maximum le télétravail et les mesures. Donc il y avait un truc. Donc on a eu les descentes. Donc j'ai eu ça aussi en remontée, c'est de dire bon, attention, parce que si vous mettez maintenant la pression un peu partout et que vous descendez dans les cabinets pour voilà. Bon, donc j'ai eu à gérer ce genre de choses. Alors après, souvent ce sont des cas particuliers. Hein, sur 10 000 cabinets hein, et 20 000 experts comptables, voilà, il y a eu peut-être 5-10 incidents. Il ne faut pas non plus...
Ça n'a pas été dramatique, mais on en a eu. Voilà, on a eu quelques cas. Alors, on a mis en place aussi, on avait la hotline, on avait mis deux systèmes en place au niveau du Conseil supérieur. Une partie pour les entreprises, en effet, et une partie pour les cabinets. On avait bien scindé les deux. Et donc, on a mis en place quand même beaucoup de choses pour aider les confrères dans la mise en place des mesures, les protocoles qu'il fallait faire passer. Alors, je n'ai plus tout en tête, parce que... Ah oui, je m'en souviens plus précisément, mais je vois les protocoles du ministère du Travail qui étaient mis à jour de façon très, très régulière. Donc, on relayait, on l'adaptait, on relayait. Donc, moi, je remercie vraiment les équipes du Conseil supérieur, les permanents, parce que ils se sont mobilisés et ça n'a pas été eux, c'est les samedis. Alors, franchement, les samedis et dimanches, là, on a travaillé en continu parce que les circulaires tombaient, la circulaire elle tombe à tout moment. Hein, et donc, pour être le plus réactif possible, et dès le lendemain, les conseils régionaux avaient les documents. Alors, on avait fait aussi ce choix de passer par les conseils régionaux, et c'est des conseils régionaux qui diffusaient auprès des experts comptables de leur région. Ça avait été un choix pour être plus de proximité dans les régions, considérant aussi que de temps en temps il pouvait y avoir des spécificités. Je vous parlais de la directe qui n'avait pas des positions communes, toutes les directes n'étaient pas des positions communes, donc j'avais fait ce choix de dire c'est dans toutes les régions, ils ont toute la trame du Conseil supérieur, et puis après, hop, eux, ils rajoutent peut-être quelque chose, ce qui a permis ensuite à quelques-uns de dire qu'on n'avait rien fait, alors qu'en fait, toute l'information partait du Conseil supérieur. Voilà. Donc, c'était aussi un choix qu'on avait opéré. Et puis derrière, après, l'autre élément arrivé au mois d'avril, c'était avec les banques. Les discussions, les PGE, et avec BPI, parce qu'il y avait là aussi, avec les régions, il y avait des régions qui mettaient en place des dispositifs. Alors, c'est Max Peuvrier qui était à la manœuvre, là, président du comité financement, et qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et là, c'était aussi d'essayer d'harmoniser avec la place financière les mêmes supports pour obtenir les PGE. À l'époque, chaque banque et des dispositifs différents, les prévisionnels. Et alors, vous savez, le traditionnel, quand vous voulez avoir de l'argent, on doit produire un prévisionnel. Vous avez la boîte qui vient de fermer ses portes, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on vous demande un prévisionnel. On dit, attendez là, non, la case prévisionnelle ne peut pas être cochée. Ah, on ne va pas sortir des prévisionnels où on n'a pas de boule de cristal, quoi. Voilà. Donc ça a été aussi un débat. Ah oui, donc il a même fallu les convaincre de ça. Ah oui, ça a été très dur, ça. Ça paraît fou dans ce contexte-là qu'il y ait besoin d'expliquer qu'on ne pourra pas faire un prévisionnel. Comment ça se fait qu'il n'ait pas compris naturellement? Parce que vous changez c'est que les banques, eux, ont leurs contraintes de risque, de gestion de risque, les taux. Et là, vous rentrez dans des dispositifs totalement hors système, quoi. Et là, il a les garanties, et puis c'est quoi donc, aller donner de l'argent à une entreprise qui est peut-être moribonde, non. Une qu'on va sauver, oui. Une qui est pas sauvable, non. Donc c'était ça les raisonnements, les discussions qu'on pouvait avoir. D'ailleurs, on l'a vu dans les statistiques, il y a eu une forte chute des défaillances d'entreprises. Et il y en a qui se sont maintenus. Combien de temps, mais qui se sont maintenus. Et on a sorti des bilans quand même, des résultats bien meilleurs pour l'année 2020. Pour certains secteurs d'activité, ça me rappelait un peu comme pour les agriculteurs avec les subventions. Il valait mieux de temps en temps qu'il y ait de gros orages, on gagnait plus que lorsqu'on vendait sa production, quoi. Donc après, on peut se dire que c'est peut-être un peu choquant. Bon, alors, certains en ont un peu profité, mais on a quand même fait tenir les entreprises. Au global, c'était une période quand même, l'État est venu en soutien très fort. Après, il faut en sortir, par exemple. Vous avez été inquiet pour la profession à un moment? Je veux dire pour la profession, les cabinets en eux-mêmes, les experts comptables, les collaborateurs? Non, parce que on sait très bien que ça ne dure qu'un temps. Alors évidemment, c'est ce temps. Combien de temps ça va durer? Les cabinets, eux, travaillaient beaucoup, au contraire. On craignait un peu, c'était la suite sur le nombre de défaillances d'entreprises. Bon, maintenant, au niveau de la profession, parce que quand vous regardez un taux de croissance ou de décroissance, c'est 1%, c'est 2%, c'est pas 10%, 20%. Donc, oui, si vous avez un cabinet qui est spécialisé dans un domaine, par exemple la restauration, et que les restaurants, ils sont tous tombés,
pouvait avoir un vrai problème. Bon, on est quand même souvent multi-secteur, donc je n'ai pas entendu vraiment de difficultés financières de cabinet. Par contre, il y a eu des difficultés, certains ont dû faire vraiment... c'est des cabinets qui avaient très peu d'effectifs et avec des personnels qui ont été atteints du Covid et qui se sont retrouvés. Alors là, ils n'avaient plus de personnel, ils ne pouvaient plus faire le travail, et puis des Covid lourds, quoi. Donc ça, il y a quelques-uns qui en ont vraiment souffert. Bon, alors j'ai eu comme sujet au moment du Covid également les honoraires. Hein. Ça a été un vrai sujet. Oui, les honoraires, peut-être la facturation de ce travail supplémentaire. Oui, voilà. Et là, alors là, très clairement, notre position, c'était tout travail mérite rétribution. Là. Je crois savoir que les vaccins ont été payés au laboratoire, quoi, hein. Parce que les laboratoires devaient offrir aussi le vaccin. On l'a fait arrêter, quoi. Là, il n'y a pas de débat. Et c'est à l'expert comptable, individuellement, de décider par rapport à son client et de la situation de son client s'il fait un geste commercial. Ça, c'est la liberté contractuelle. Mais de façon institutionnelle, mais il était hors de question qu'on puisse dire à des experts comptables faites le travail gratuitement, quoi. Non, mais ça n'a pas de sens. J'ai 2 questions supplémentaires qui ne sont pas directement liées au sujet qu'on vient d'évoquer, qui sont peut-être un petit peu plus personnelles. Si vous n'aviez pas fait votre parcours d'expert comptable, est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez fait à la place, un autre métier, une autre passion? Je vous l'ai dit en introduction, c'était la politique, parce que je souhaitais, en fait, être homme politique pour les textes. Ça, c'était un point. Et autrement, j'aurais bien aimé être architecte. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre architecte et expert comptable. Alors, on est plutôt scientifique. Et on construit. En fait, on réfléchit pour apporter quelque chose en fonction du besoin du client. On lui propose des solutions. On coordonne. C'est un travail d'équipe. Et je trouve que l'architecte, c'est aussi c'est assez passionnant. Mais si je remonte dans mon enfance, mes premiers souhaits, c'était prof de maths. Voilà, ça c'était le premier, c'était prof de maths. Voilà. Puis après, c'était peut-être pas l'éducation nationale qu'il fallait aller, mais autrement, voilà, pour vous dire, c'était qu'un prof de maths. Oui, parce que vous disiez un amour des textes, mais là, pour le coup, que ce soit avec la loi Pacte ou avec le Covid, vous avez été servi niveau texte. Donc j'étais, en fait, de façon, on va dire, personnelle, hein, égoïste, c'est vrai que ce sont deux choses qui m'ont beaucoup plu. Et ma deuxième question, c'est si vous deviez adresser un conseil à un jeune expert comptable aujourd'hui qui démarre sa carrière, compte tenu de l'expérience qu'on vient d'évoquer, quel serait ce conseil? Alors là, moi je suis sur le système de la délégation et de la confiance parce que j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait dans ma carrière parce que j'étais aussi actif dans le monde du golf par exemple et président du club, tout ça en même temps. Et ça, vous ne pouvez le faire que parce que vous êtes entouré. J'ai pu... m'appuyer sur des assistantes remarquables dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance. De la chance, en tout cas j'ai eu un soutien formidable par les assistantes. J'ai eu un directeur de cabinet qui m'a accompagné à l'IFEC et au Conseil supérieur pendant 8 ans, qui était aussi un homme de confiance. Hein, et puis toutes les équipes, tous les élus que j'ai pu rencontrer. Et au cabinet, mon cabinet d'expertise comptable, faut bien se dire que, et c'était mon raisonnement et je l'ai toujours, je pense que chacun est meilleur que moi dans son domaine. Et il faut partir du principe que chacun est meilleur, en fait, parce qu'ils ont des compétences qu'ils développent en étant sur un domaine. Et moi, j'étais plus, en fait, on va dire généraliste, un manager, un politique, voilà, tout ce que vous voulez. Et par définition, je suis moins sachant dans chaque sujet que la personne dont c'est son domaine. Quand je vous parlais de l'architecte tout à l'heure, l'architecte, il conçoit, il est global. Mais après, il s'appuie sur qui? Sur le chef d'entreprise, sur le maçon, sur le plombier et autres, parce que, sur des bureaux d'études, parce que lui, il ne va pas savoir tout ça. Et donc, quand on délègue et qu'on fait confiance, on peut faire beaucoup de choses et que la très grande majorité des gens peut leur faire confiance. Eh bien écoutez, Charles Détendé, merci beaucoup d'avoir pris le temps de cet entretien et de discuter avec nous. C'était passionnant. Merci. Et en tout cas, bravo pour ces initiatives.
Cet épisode est maintenant terminé, merci beaucoup de l'avoir écouté. Si vous ne l'avez pas encore fait, avant de partir, je vous invite à vous y abonner. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas non plus à prendre quelques secondes pour mettre 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Ça n'a l'air de rien, mais ça nous permettra de le faire connaître au plus grand nombre. A bientôt dans 2 premières ordres.